Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir. Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, est décédé le 8 juin dernier. C'est ce qu'a indiqué un communiqué officiel de la présidence de la République du Burundi. Nous allons au cours de cette émission revenir sur son parcours, mais également aborder les questions liées à la suite, puisque Pierre Nkurunziza sera remplacé certainement cette semaine par son successeur à la tête du pays, élu à la dernière élection présidentielle, le général Évariste Ndayishimiye. Et pour discuter de cette situation au Burundi et des perspectives qui s'offrent à ce pays dirigé pendant plusieurs années par le défunt président Pierre Nkurunziza, eh bien nous avons en ligne de Bangui en République centrafricaine un expert qui est invité de cette émission. Il s'agit de Ferdinand Bleka, président Afri-Japan Africasia, ambassadeur libre ensemble de la francophonie. Il est auteur, chercheur, en développement sur le Japon et l'Asie, expert santé publique de l'Université de Tokyo, auteur de l'ouvrage TICAD, quand le Japon appelle l'Afrique au développement. C'est en sa compagnie que nous allons aborder le thème premier de cette émission, à savoir le Burundi après Nkurunziza. Nous aurons en seconde partie d'émission, bien sûr, un autre thème en rapport avec une actualité brûlante de l'heure, le racisme anti-noir, relique de l'esclavage ou du colonialisme. Ce sera avec en plus Sylvanus Coé, professeur de philosophie, qui sera en ligne de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Et sur ce plateau, Lagrange Simenou Agnampé, consultant diplomate, directeur du cabinet Lige Council. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aziz et bonsoir chers téléspectateurs. Et avant toute chose, allons revoir ce sujet de la rédaction qui a bien sûr relayer l'hommage rendu au défunt président Pierre Nkurunziza par Évariste Ndayishimiye. C'est au palais présidentiel Ntare Rushatsi de Bujumbura que s'est tenue la cérémonie d'hommage au président défunt Pierre Nkurunziza. Le timbre strict, vêtu de son traditionnel costume colmao comme à son habitude, le président élu a rendu un hommage très appuyé à Pierre Nkurunziza. Celui qu'il a surnommé le Moïse du Burundi et qu'il n'a pas hésité à encenser en le comparant au Jésus des chrétiens décédé le 8 juin. Comme le Christ de la Bible, le président défunt avait terminé selon lui son œuvre sur terre et il a tenté de prévenir que son heure avait sonné, mais son message n'a pas été compris. Lorsque Jésus allait quitter la terre, il a d'abord choisi un chef pour ses disciples, Pierre, à qui il a dit « Sois le berger de mes brebis », a indiqué Évariste Ndayishimiye, et Jésus parlait également à ses disciples en utilisant des paraboles et ils ont commencé à lui demander « Où est-ce que vous voulez vous rendre ?» Ils ne comprenaient rien à ces messages. Ça s'est passé de la même manière pour nous aussi. Pierre Nkurunziza nous a donné un message que nous n'avons pas compris. C'est pour ça que je vous dis que l'épreuve que nous traversons est due à la volonté de Dieu. Le général Évariste Ndayishimiye, longtemps resté silencieux, était sorti du silence depuis l'annonce de la disparition de son mentor, officiellement décédé d'un arrêt cardiaque, alors que de nombreuses sources, dont des médecins, évoquent l'éventualité d'une contamination au Covid-19. Des rumeurs fusant de diverses sources ont commencé à circuler sur son état de santé, certaines faisant état de ce que le défunt président burundais aurait été atteint du coronavirus. Et comme en guise de réponse, le général Évariste Ndayishimiye, sans y faire allusion directement dans son discours, a appelé la population à ne pas faire attention à ce qu'il a appelé des rumeurs suscitées par Satan. C'était l'hommage au Burundi à Pierre Nkurunziza. Ferdinand Bleka, vous avez eu l'occasion de rencontrer Pierre Nkurunziza qui avait été primé au Japon lorsque vous y étiez à l'occasion d'une rencontre importante. Quel souvenir gardez-vous de l'homme? Merci beaucoup. Je m'incline d'abord devant la dépouille d'un ami, d'un frère. Et toutes mes condoléances à sa famille, toutes mes condoléances au nouveau pouvoir de Burundi et toutes mes condoléances à tous ceux qui l'aiment. Et je laisse vraiment, M. Pierre Nkurunziza m'a laissé un souvenir. D'abord, avant qu'il ne vienne
à Tokyo, au Japon, pour le prix qu'il a reçu. On s'était d'abord rencontrés, le souvenir que ça m'a laissé, notre première audience de travail, il ne savait pas qu'il m'attendait au champ. Donc moi, je ne savais pas, je me suis mis en cravate, bien habillé, en tant qu'un bon Abidjanais. Et on me prend dans la voiture, j'ai dit où on s'en va, il dit, ah, mais le président, il est au champ. Hein. Il a dit que vraiment, il va vous recevoir là-bas, comme ça vous allez travailler ensemble, vous allez voir ce qu'il fait avec les communautés, ce qu'ils ont planté, les fruits, etc. Donc j'arrive, je rencontre monsieur le président Pierre Nkurunziza, il était en train de labourer, de faire des buts, de planter des choses. Donc moi aussi, j'ai enlevé ma cravate, j'ai enlevé ma veste et ces jours-là, nous avons travaillé ensemble. Et ça m'a vraiment ému de voir un chef d'État qui prend la daba, qui prend la machette au sens propre du terme, ce n'est pas de manière symbolique pour l'usage des films ou bien des photos. Mais en réalité, on a travaillé ces jours-là, je pense que de 9h à 13h. Et donc, c'est quand le travail est fini vers les 13h, après le déjeuner maintenant, il devait retourner encore au champ pour travailler. C'est là qu'ils m'ont ramené, j'ai demandé à rentrer à Bujumbura parce qu'il y avait d'autres réunions. Donc, cela m'a marqué pour voir un chef d'État travailler dans les communautés, planter avec les communautés, s'aimer avec eux, sa femme même porter les enfants au dos, aller à la rivière avec eux. J'ai trouvé ça vraiment très symbolique et très marquant pour un chef d'État et pour un poste souvent qui est considéré comme un des postes des bourgeois. Et ça, c'est un souvenir qui m'a marqué. Un souvenir qui vous a marqué Un souvenir qui vous a marqué par rapport à l'œuvre, et justement ce témoignage est tout à fait poignant. Vous avez connu cette autre facette de l'homme, et en ce qui concerne ce qu'il a pu réaliser en termes d'investissement pour le Burundi, qu'est-ce que vous retenez? On parle d'un investissement important en ce qui concerne le secteur de l'éducation, par exemple. Oui, nous, notre travail, à cette période-là, nous travaillons par rapport aux objectifs du millénaire du développement des Nations Unies pour voir comment les communautés s'organisent, pour voir comment les communautés vivent et pour voir comment les communautés sont entretenues. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons fait ce travail-là sur le témoignage qui nous est revenu du Burundi. Et ce que nous avons remarqué et qui a valu même le prix qu'il a reçu au sommet des chefs d'État et du gouvernement, chef d'État africain du gouvernement japonais à Yokohama, à l'article 5, c'est surtout les écoles qu'il a construites. Je crois qu'en 10 ans, si mes souvenirs sont bons, c'est plus de 600 écoles qu'ils ont construites, c'est-à-dire plus de 1600 qu'ils ont construit. Mais ce qui nous a fascinés, c'est-à-dire qu'on peut construire 1 million d'écoles comme les chefs d'État. Mais ce qui nous a fascinés, c'est qu'ils ont construit cette école-là avec les communautés sans une intervention financière extérieure. Et ça, on n'arrivait pas à comprendre. Oui, il a enlevé les moyens. Et nous sommes allés sur le terrain et nous avons vu, c'est lui-même qui prend les briques avec les communautés, les femmes, les dames, et puis qui font la construction jusqu'à mettre les toits avec leurs propres moyens sans l'intervention d'une aide financière internationale. Pour construire des écoles à moins de 10 ans que le pays n'a pas connu pendant 45 ans. On dit, attends, c'est quelle prouesse. Et donc, au niveau de l'éducation, ça nous a vraiment marqué. Et c'est ça même surtout qui a permis à ce qu'il soit le lauréat de ce prix qui a été donné au sommet des chefs d'État et du gouvernement africain qui a eu lieu à Yokohama au Japon. La grange Simenou à Nyangpe, on est forcément pas étonné, mais admiratif face à ce bel hommage qui est dressé par Ferdinand Bleka, président de AfriJapan, Africasia. Il y a eu, en ce qui concerne Pierre Nkurunziza, beaucoup de problèmes également liés à la volonté de rester au pouvoir. Mais finalement, on retient également qu'il y a eu des aspects positifs dans son magistère à la tête du Burundi. Je suis très admiratif et je vais d'abord présenter mes condoléances
au peuple burundais, à l'Afrique et particulièrement à ceux qui ont été proches de lui et ceux qui l'ont aimé. Le décès du président Nkurunziza est vraiment un choc pour l'Afrique tout entière. C'est une perte, c'est une grande perte, mais tout ce que Dieu permet est bon, comme on le dit souvent. Dieu l'a permis. Et à la suite de l'ambassadeur, je dirais que quoi que l'on dise, il faut d'abord retourner à des décennies en arrière pour se rendre compte que le défunt président Nkurunziza est quelqu'un qui, très tôt, sinon enfant, je crois à 8 ans déjà, a perdu son père. Il était orphelin. Il était orphelin de père et il faut dire qu'il est des deux côtés, c'est-à-dire il est à la fois Hutu et à la fois Tutsi. Vous n'êtes pas sans savoir que le Burundi, comme certains des pays du Grand Lac, ont traversé pendant très longtemps des crises ethniques qui ont provoqué la mort de plusieurs et qui... des pays qui ont une histoire commune, avec les mêmes communautés exactement, ethniques. Qui ont une histoire commune, donc ce qui a fragilisé ces pays-là et qui les a empêchés d'avoir une certaine stabilité aussi bien politique qu'économique. Mais nous nous sommes rendus compte que à la prise du pouvoir, sinon avant même à la signature de l'accord de paix d'Addis Abeba, non pas d'Addis Abeba, l'accord de paix d'Arusha qu'il a eu à signer, d'abord avec le président Buyoya. Il a d'abord signé un accord de paix avec le président Buyoya et après avec le remplaçant du président Buyoya. Après ces moments, nous avons remarqué que le pays a commencé par connaître une certaine stabilité politique qui est restée jusqu'à ce jour. Donc le premier, malgré les situations, les situations troubles et la répression des manifestations, ou bien les affrontements entre ceux qui étaient opposés à son troisième mandat et ceux qui étaient favorables. C'est chemin faisant parce que le président Nkurunziza est d'abord passé ministre d'État après la signature de cet accord-là. Il a eu une large victoire aux élections législatives et municipales, je crois, qui a fait de lui le candidat et le président de cette nation-là. Et pendant les 10 ans qui ont suivi, c'est vrai que la Constitution disait qu'il était rééligible une seule fois. Et pendant ces 10 ans, il a beaucoup fait, comme l'a dit celui-là. Vous sentez que c'était quelqu'un qui avait compris qu'il n'avait pas droit à l'erreur, étant aussi bien du côté Hutu que du côté Tutsi. Il a quand même fait beaucoup d'efforts. Il était très proche du peuple, comme il l'a dit. Il s'est arrangé pour qu'il y ait des investissements massifs dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, de la santé. Et comme il l'a dit, il était proche de sa population. Donc, il a quand même marqué quoi que l'on dise. Et c'est vrai qu'il y a eu cette volonté à la fin de son mandat, de son deuxième mandat en 2015, de briguer à nouveau la magistrature suprême, ce à quoi se sont opposés les opposants. Et ça avait amené un certain nombre de crises, mais nous nous sommes rendus compte que la communauté internationale a finalement accepté la chose malgré les légers conflits, si je peux m'exprimer ainsi, malgré le conflit qu'il y a eu. La communauté internationale a accepté la chose et n'a pas manqué de le soutenir à partir d'un moment donné, même si cela a créé des récessions économiques. Donc il faut quand même déjà saluer ce travail-là qu'il a eu à faire de donner à son pays une certaine stabilité que le pays n'avait jamais connue. Depuis les indépendances, le Burundi n'avait jamais connu cette stabilité-là qu'elle a connue de 2003 jusqu'à 2020 où nous sommes aujourd'hui, malgré les heurts qu'il y a eu, malgré les répressions qu'il y a eu à certains moments donnés. Donc, reconnaissons cela déjà et c'est vrai également que sur le plan économique, il y a quand même eu des avancées, même si la situation devenait tantôt constante, tantôt... Alors, justement, ça permet de rebondir avec Ferdinand Bleka. Vous avez été au Burundi, c'est un pays que vous connaissez suffisamment bien. À quelles difficultés économiques le président Nkurunziza a-t-il fait face? Oui,
effectivement, il était confronté à beaucoup de difficultés économiques, surtout au niveau financier. Il ne bénéficiait pas réellement des financements dont certains pays africains bénéficiaient pour leur population. Et ce que nous avons remarqué, comme le dit notre ami qui est avec vous, effectivement, pendant les élections de 2015, effectivement, moi j'ai eu un entretien avec lui, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On me dit que tu veux briguer un troisième mandat. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que pour ça, la communauté internationale veut tout arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes entre amis, il faut m'expliquer. Et la version qu'il m'a donnée, j'ai essayé aussi de vérifier cette version sur le terrain auprès des autres chefs d'État et qui m'ont confirmé la version. Il dit que son premier mandat, en fait, n'était pas un mandat d'un élu. Ce qu'il avait fait en tant que président, il a achevé une transition. Donc, au niveau de la Constitution, on ne peut pas parler en tant que tel d'un mandat. Donc, c'est maintenant qu'il va entamer son deuxième mandat, mais ce n'est pas un troisième mandat. Donc, nous avons essayé quand même d'essayer de voir avec certains chefs d'État de la sous-région, etc., et qui ont confirmé la même chose. Et pour ça, ces informations ont pu quand même réconforter la communauté internationale pour dire, mais effectivement, le monsieur, quand on veut regarder au sens propre de la constitution du pays, il n'est pas sur son troisième mandat. Et pour ça encore, bon, ça a quand même suscité quelques remous dans le pays. Bon, nous n'agissons pas en tant que tel au niveau politique d'un pays parce que nous pensons que les situations d'élection politique, c'est la politique intérieure d'un pays et nous n'avons pas à nous ingérer. Nous travaillons avec la communauté et c'est lui qui est là qui travaille la communauté. Donc, il était effectivement confronté à des difficultés financières, et il n'avait pas accès à des crédits, il n'avait pas accès à des subventions, il n'avait pas accès à des prêts. Et c'est pour cela qu'avec le travail communautaire qu'il fait, que moi j'ai discuté avec le gouvernement japonais, et dit, ben voilà quelqu'un qui est en train de travailler les communautés. Et voici les résultats. On dit, mais attention, il faut qu'on l'appelle pour qu'il ait ses prix. Parce qu'on a essayé de voir, c'est vrai, d'autres ont développé leur pays, les infrastructures, mais ils sont loin de la communauté. Ils sont loin de ceux qui ont faim, ils sont loin de ceux qui ont soif, ils sont loin de ceux qui n'ont rien à manger. Lui, il avait que. Et donc, c'est vraiment un symbole pour dire que le pouvoir est proche d'une population. Et donc, c'est dans ça que nous avons aidé, en tout cas, surtout à des projets plus ou moins légers, pour la communauté, pour appuyer la communauté, pour l'appuyer à ce que effectivement les productions agricoles avec la communauté puissent aller. Mais au niveau des infrastructures, il était confronté à cette difficulté où vraiment il n'avait pas d'appui. Et nous, on n'a pas trouvé ça normal. Et moi, j'ai trouvé ça même anormal qu'il n'ait pas cet appui. Parce que si aujourd'hui, le Burundi avait de l'appui et qu'il avait les moyens pour que les gens viennent s'installer, pour construire des entreprises, pour construire des usines, le peuple burundais n'allait pas être au chômage, déjà allait avoir du travail. Vous avez l'impression que, dans un pays, Ferdinand Bleka, oui, vous avez le sentiment que la communauté internationale a d'une certaine manière, ou bien ce on désigne par communauté internationale, a asphyxié le président Nkurunziza? Bon, plus ou moins. Regardez, monsieur, le Burundi vient de loin. Je n'ai pas envie de ressusciter les anciennes plaies. Mais le pays a souffert. Est-ce que le pays cherche maintenant à se reprendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de colmater les brèches et aider le pays à avancer. Mais moi, je peux dire qu'il a souffert. C'est vrai, aujourd'hui, je suis vraiment peiné que certains de mes amis qui sont burundais soient aujourd'hui en exil. J'ai mal et ma prière, et sa rencontre et moi, qui était prévue le 8 août. Le 8 août prochain de cette année. Oui, prochain, lui et moi, on avait une rencontre pour discuter comment maintenant il n'est pas là, comment il peut prendre son bâton de pèlerin pour faire rentrer les exilés burundais qui sont au Rwanda, en Tanzanie et ailleurs, revenus dans leur pays pour la reconstruction. Ça faisait partie de notre ordre du jour pour la rencontre qui était prévue en août et avant la passation des charges. Voilà. Donc,
Moi, quand j'ai fait les observations, et c'est ce qu'on avait dit au sommet de Yokohama, c'est-à-dire de ne pas abandonner le Burundi. Il ne faut pas tirer sur un corbillard, il ne faut pas tirer sur une ambulance, sinon tu vas blesser le malade et tu vas l'achever. Et le fait qu'ils n'ont pas assisté le pays, ça a asphyxié le pays sur le plan économique. C'est parce que les Burundais eux-mêmes, c'est des gens courageux. Je vous dis, c'est vrai, on dit que le Burundi, c'est le pays le plus pauvre du monde. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que vous n'allez pas voir, c'est vrai, ils n'ont pas les moyens, mais le Burundais lui-même, là, c'est un homme digne. Vous n'allez pas voir un Burundais qui n'a pas d'argent, qui va se mettre dans les rues avec une assiette pour mendier. Vous n'allez jamais trouver ça. Ce n'est pas un peuple qui bandit. C'est un peuple même dans sa pauvreté, où on n'a rien à manger là. C'est un peuple qui est digne. Donc, des gens dignes comme ça, il faut les accompagner dans leur dignité. Mais malgré ça, les Burundais sont restés dignes. Regardez même ce qui s'est passé dans le pays. Regardez, regarde ce qui s'est passé dans le pays. Il y a une partie des Burundais qui sont en exil. Mais si c'était d'autres pays aujourd'hui où une partie était en exil, il y a longtemps, ils ont commencé à conforter des coups d'État, des complots, déstabiliser un pays. Mais malgré qu'ils ne soient pas contents et qu'ils soient en dehors de leur pays, ils n'ont pas cherché à déstabiliser leur propre pays. C'est pourquoi c'est un peuple à part entière. C'est un peuple vraiment qui fait l'exception sur le continent africain. Et vous l'indiquez, la pauvreté, Ferdinand Bleka, la pauvreté est un état d'esprit, comme le disait une personnalité de ce monde aujourd'hui disparu, une personnalité africaine. Vous avez évoqué là la dignité, la grande dignité des Burundais, et un économiste, Jean-Marie Albertini, disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Finalement, si ce pays est dynamique, c'est qu'il n'y a vraiment pas de pauvreté. C'est un peuple qui va pouvoir surmonter la pauvreté. Avant de revenir à vous, Ferdinand Bleka, la Grange Siméno à Niankbe, c'est cette dignité-là, cette grande dignité qui a été appréciée chez Pierre Nkurunziza par de nombreux Africains. Oui, il faut dire que c'est une dignité noble et ce qui a caractérisé cette dignité, c'est l'esprit du travail, l'esprit du sacrifice, l'esprit du pardon. Je pense que le président Nkurunziza, de son vivant et à son avènement à la magistrature suprême, a compris qu'il fallait mettre le peuple en confiance, qu'il fallait amener ce peuple à oublier les situations qu'ils ont eu à traverser et à penser à l'avenir, à construire un avenir pour les générations à venir, ce qui les a amenés à se consacrer à la terre, particulièrement à l'agriculture, à l'élevage, à l'éducation, à la santé. Et je crois que si certaines malcompréhensions avaient pu être évitées, ils auraient mieux fait, ils auraient pu tenir. Comme il l'a dit, le Burundi n'a pas passé son temps à quémander l'aide internationale. Et je crois que c'est un exemple pour plusieurs pays africains, pour plusieurs de nos pays africains qui ont également la terre qu'ils peuvent cultiver, qui ont des moyens qu'ils peuvent mettre à la disposition des secteurs éducatifs, de l'élevage, de la santé. Donc, je pense qu'il faut saluer également cet impact-là qu'il a laissé et, comme il l'a dit également, œuvrer maintenant aujourd'hui que son successeur et les tenants du pouvoir aujourd'hui pensent à associer ceux-là qui se sont exilés ou qui ont été contraints à l'exil, ceux-là qui pour une raison ou une autre sont très loin de leur pays et qui souhaiteraient quand même et qui peuvent quand même apporter quelque chose. Nous l'avons vu, l'ancien président Buyoya aujourd'hui fait un travail remarquable au niveau de l'Union africaine et en dehors de lui, il y a beaucoup d'autres Burundais qui peuvent apporter un plus à ce pays-là. Donc il serait bien que le nouveau régime qui va naître d'ici là puisse redonner cette confiance-là, préserver cette stabilité-là qu'ils ont eue et pouvoir quand même faire revenir les exilés afin qu'ensemble, ils puissent redéfinir les marches, ils puissent redéfinir les fondamentaux de leur développement, les fondamentaux de leur environnement politique et de leur base politique afin que le Burundi puisse, comme le Rwanda a réussi à le faire, devenir quand même un pays vraiment admirable, appréciable et félicitable. Ferdinand Bleka,
Comment envisagez-vous l'après Nkurunziza? Est-ce que les efforts qui ont été faits par le défunt président vont pouvoir aider son successeur à continuer sur le chemin de la réconciliation? Moi, je pense et je crois que l'après Pierre Nkurunziza ne sera pas un désastre pour le pays. Et ce qui m'a plu dans cette affaire, monsieur, il dit Dieu existe. Si Pierre Nkurunziza avait écouté des gens et qu'il n'a pas eu d'élection et puis il mourait, imaginez-vous dans quelle situation serait le pays aujourd'hui. Mais Dieu a fait que il y a eu des élections et il y a eu quelqu'un qui a été élu. Même s'il y en a qui ne sont pas d'accord de cela, ils ont leurs raisons. Mais néanmoins, il y a une autorité. C'est ça d'abord le plus important. Donc, il est parti, Dieu merci, il est parti au moment où il y a eu des élections, il est parti au moment où il y a eu les résultats, il est parti au moment où la Cour suprême a confirmé le gagnant. Ça veut dire que Dieu merci, il n'y a pas aujourd'hui de vide constitutionnel au Burundi qui pourrait amener un chaos. Vraiment, il ne sait pas comment Dieu a fait un tel miracle et qu'il meurt après les élections. Maintenant, l'après lui, moi je pense que l'après lui sera encore meilleur. Pourquoi? Parce que celui qui le succède, il le connaît. Il connaît la faiblesse et il connaît aussi les points forts de Pierre Nkurunziza. Il va profiter de ses points forts avec la communauté et il va aussi essayer de renforcer les faiblesses, de corriger les faiblesses pour que, faire de telle sorte que tous les exilés burundais puissent rentrer. Et moi, c'est ma bataille. C'est ma bataille après la passation des charges. C'est le travail que moi je vais faire auprès du chef de l'État, le nouveau chef de l'État. D'abord, la priorité pour que tous les enfants rentrent au pays. Ça, c'est un. De deux, les infrastructures qui n'ont pas été développées. C'est maintenant de prendre le bâton des pèlerins pour dire, OK, vous avez dit que c'était Pierre Nkurunziza, maintenant, il y a un pouvoir. J'ai fait revenir tous mes frères, toutes mes soeurs qui sont à l'étranger. Je mets quelques-uns dans mon gouvernement et d'autres qui ont les compétences. Je les nomme dans des postes sensibles et importants de l'économie. Nous voici maintenant pour construire notre pays. Je vous dis que quand je devais écrire mon livre, et vous savez, pour écrire mon livre, ça m'a été inspiré quand j'étais sur les montagnes de Ngozi. Au Burundi. Ngozi, c'est à l'intérieur du pays, au Burundi. Et c'est là que j'ai eu vraiment, que j'ai eu cette révélation, j'ai fait une prière sur la montagne de Ngozi. Et cette prière aujourd'hui, c'est le chapitre 1 de mon livre. Quand vous prenez le Burundi, monsieur, il y a quelque chose qui étonne. Le thé que le Burundi produit, c'est le meilleur de la terre. Son thé, le thé chinois, le thé japonais, le thé vietnamien n'est pas meilleur. La qualité ne vaut même pas, ça ne vaut pas 30% de la qualité du thé qui est produit au Burundi. Le Burundi, le Burundi qui a la réputation d'être un gros producteur de thé, parmi les pays producteurs de thé au monde. Hein? Oui, ce n'est même pas la production, je parle de la qualité. C'est la qualité du thé. La qualité du thé, c'est le numéro 1 au monde. Il n'y a pas une autre qualité de thé en dehors du thé. Au-dessus de cette qualité. Oui, il n'y en a pas, ça n'existe pas encore. Et cela s'est fait sans produits chimiques. Quand vous prenez les fruits, les simples fruits au Burundi, prenez un fruit du Burundi et puis prenez un fruit d'un autre pays quelconque. Ce n'est pas le même goût. C'est-à-dire, le pays a tout à ce niveau-là pour se développer. Donc, économiquement, s'il y a un appui pour financer les infrastructures agro-pastorales au niveau du pays, ça peut donner même déjà 50% d'emploi aux jeunes et ça peut faire de l'exportation. Donc, l'après Pierre Nkurunziza, le nouveau général qui est venu, nous devons maintenant le soutenir. Et moi, le travail que je vais faire, je suis déjà en contact avec certains chefs d'État au niveau de l'Occident. En tout cas, nous allons suivre l'Afrique. Oui, nous allons vous suivre dans cette initiative. La grande Simenou Agnampé, avant de passer à la deuxième partie de l'émission. Je suis tout à fait d'avis, mais je pense qu'il faille d'abord régler la situation en interne, parce que nous avons vu une partie de l'opposition dire
non, il faut que le président de l'Assemblée assure l'intérim et qu'il y ait une nouvelle élection. Alors que la Cour constitutionnelle a prévu sa prise de fonction, cette semaine. Quoi qu'on dise, il y a eu un vide juridique à ce niveau parce que la Constitution n'a pas prévu ce qui devait advenir si le président mourait, même s'il y avait un chef d'État élu. Une chose est certaine également aujourd'hui, toutes les nations du monde traversent une pandémie et organiser une élection présidentielle, cela coûte excessivement cher. Que les opposants de ce pays puissent accepter qu'il y ait déjà eu une élection, accepter de s'unifier, faire le sacrifice, parce qu'il y a déjà eu une élection, que ce président soit élu et qu'il y travaille, que ce soit lui et les ténors du pouvoir en ce moment qui travaillent à rallier ces opposants-là à leur cause. C'est le premier travail à faire, à mon humble avis. En tout cas, et nous espérons que cela se fera et que l'actuel chef d'État élu pourra préserver cet héritage-là qu'il a reçu de son prédécesseur, qu'il connaît très bien. On rappelle que l'opposition a contesté les résultats de cette élection et que l'opposition s'est également insurgée contre la décision de la Cour constitutionnelle burundaise d'introniser le président Évariste Ndayishimiye cette semaine. Nous avons cette fois en ligne de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, Sylvanus Kowé, professeur de philosophie pour la suite de cette émission. Le deuxième thème est bien sûr en rapport avec le racisme et l'actualité féconde du côté des États-Unis et de l'Europe. Aux États-Unis, c'est la mort de George Floyd sous le poids du genou d'un policier à Minneapolis qui a mis le feu aux poudres avant que les manifestations ne touche l'Europe, mais également certains pays africains, quand bien même timidement. Et aux États-Unis encore, il y a quelques jours, un Afro-Américain de 27 ans a été tué par la police. Alors, ce thème, le racisme anti-noir, relique de l'esclavage ou du colonialisme. Sylvanus Kowé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Merci pour l'honneur que vous me faites en me donnant de participer à cette émission. Voilà, merci et bonsoir à tout le monde. Tout le plaisir est pour nous. Le racisme tel que vécu aujourd'hui n'est pas une nouveauté, mais en ce qui concerne les Afro-Américains qui en sont victimes, bien les personnes de couleur noire, notamment en Europe, est-ce qu'il n'y a pas ce lien ou bien cette conséquence de l'histoire, notamment de l'esclavage et par la suite du colonialisme? Alors, je suppose que c'est à moi que la question s'adresse tout de suite. Absolument. Je m'en vais vous dire que, en fait, il me semble quand même réducteur de faire remonter le racisme uniquement à la colonisation et à l'esclavage. En réalité, on peut aller au-delà de ça, c'est-à-dire que on peut, par exemple, évoquer le moment des explorations des côtes africaines. On peut s'imaginer, par exemple, ces premiers contacts entre les leucodermes, c'est-à-dire les Blancs qui venaient d'Europe, particulièrement des Portugais et des Espagnols qui abordaient les côtes africaines. On peut donc imaginer leur choc en entrant en contact avec les êtres dont ils n'avaient peut-être jusque-là pas soupçonné l'existence. Donc, on peut imaginer que ce choc avait déjà été lui-même un moment qui avait planté la germe, ou alors le germe, je voulais dire, du racisme, en fait. On peut voir ça comme ça déjà. Oui, et... Donc, faire remonter le racisme à la colonisation et à l'esclavage, voilà qui me paraît quand même réducteur. Il faut aller au-delà, parlant des explorations, après, parce que moi, j'ai finalement identifié 4 moments dans l'évolution du racisme. Il y a eu le moment de l'exploration. Oui. Il y a eu ensuite le moment de la domination, marqué par cet esclavage avilissant. Il y a aussi eu le moment de la colonisation. Et enfin, ce que nous vivons actuellement, c'est le moment de la confrontation, parce que il faut déjà préciser que le racisme n'est qu'une forme de discrimination, mais fondée sur la prise en compte essentiellement
de la race, avec tout ce qui gravite autour, la pigmentation, certains traits physiques comme le nez, les cheveux crépus, les babines, enfin du moins les lèvres que l'on estime être épaisses, pour caricaturer un peu. Mais donc ça entre en ligne de compte dans ce qu'on appelle généralement les discriminations, les ostracismes. Alors, la forme prise par le racisme aujourd'hui et qui consiste en réalité, avec le recul, vous vous rendez compte que les leucodermes, c'est-à-dire les occidentaux, les blancs, voient comme une forme d'agression psychologique la présence des noirs en territoire blanc. Pour eux, c'est une agression psychologique et ils réagissent systématiquement à cette agression, aux États-Unis particulièrement, par les formes extrêmes qui épousent évidemment le visage du meurtre sous toutes ses formes. Sylvanus Coé, vous restez en notre compagnie. Juste permettre à Lagrange Siménou Agnakpé de réagir. Est-ce à dire, si on s'en tient à cette lecture de Sylvanus Coé, que les Noirs, bien les populations africaines pourraient être considérées comme plus accueillantes que les populations de couleur blanche? Bon, je dirais que cela est relatif, mais une chose est certaine, pour avoir vécu le colonialisme et pour avoir vécu le racisme et pour le fait que les populations africaines le vivent régulièrement, je pense qu'ils ont tout à fait compris qu'ils n'ont pas intérêt à faire vivre la même chose. C'est tout naturel de dire que en Afrique nous sommes plus accueillants, parce que vous ne verrez pas des policiers africains abattre des personnes de couleur blanche ni de couleur jaune. Et je dis Darda que en Afrique nous sommes plus accueillants et nous accordons du prix à la vie humaine. L'Africain accorde du prix à la vie humaine. Mais de l'autre côté, je pense que ce n'est pas le cas, même si, comme l'a fait le professeur, quand nous remontons, nous nous rendons compte que quelque part, nous avons également, nous y sommes pour quelque chose, je voulais dire. Oui, nous y sommes pour quelque chose. Le racisme, Ferdinand Bleka, vous pensez que c'est la conséquence de, comme on l'indiquait tantôt, de tout ce que de toute l'histoire de cette charge, notamment de l'histoire de l'esclavage et du colonialisme, ou bien considérez-vous que l'esclavage a finalement continué de germer dans les gènes de ces blancs, quand bien même on a passé plusieurs siècles après l'abolition de l'esclavage? Oui, effectivement, le professeur Sylvanus Coé était allé dans l'histoire, de l'exploration à l'esclavage jusqu'à nos indépendances. Mais la forme du racisme que moi je vois, tout récemment, après la marche pour Adama Traoré à Paris, il y a un chroniqueur blanc sur une chaîne française qui dit que s'ils disent que nous sommes racistes, qu'ils rentrent chez eux. Voici ce qu'il a dit. Et j'ai bien noté, ça a dit, donc si nous disons que vous êtes raciste, rentrez chez nous. D'accord. On va voir, chacun va rentrer chez lui. On va voir où vous serez. Bref, c'est pour dire quoi? Ce qui se passe actuellement, c'est que l'homme blanc, il avait déjà mis un système. Parce qu'actuellement, nous ne combattons pas la race blanche. Non. Parce que vous voyez, ceux qui marchent dans les rues, c'est des blancs pour dénoncer. Ce que nous avons organisé à Tokyo, qui ont marché le samedi dernier, c'est des Japonais. Ce n'est même pas des Africains ni des Européens. Mais c'est un système qui a été mis en place où les enfants de leurs enfants qui doivent entretenir pour nous mettre dans une position d'esclavage moderne. De quelqu'un qui va venir toujours s'accroupir. Et donc, ce que moi je vois dans ce qui est en train de se passer, au-delà même du racisme, c'est la méchanceté. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est raciste, il est méchant. Quand vous voyez quelqu'un qui est méchant, il est discriminatoire.
Et quand vous voyez quelqu'un qui est discriminatoire, il est mauvais. Donc ça veut dire que nous avons en face de nous, pas des gens tant que racistes, mais des gens mauvais. Et c'est pourquoi les autres peaux blanches se manifestent pour combattre les gens mauvais. Regardez par exemple le cas de George Floyd. Ce n'est pas la mort de George Floyd qui a réveillé le monde. Ce n'est pas son assassinat. Mais c'est quand un procureur s'assoit. Non, ce n'est pas les conditions. Mais quand un procureur s'assoit, il regarde la vidéo, on tue quelqu'un pendant 8 minutes, il meurt. Et puis il dit homicide involontaire. Oui, au départ, ça a été très grave quand même. Homicide. On prend les gens. Oui, mais c'est ça qui a révolté les gens. Ce n'est pas sa mort en tant que telle. Mais c'est pour prouver vraiment cette forme de racisme qui est de la méchanceté qui nous prend pour des cons. Je regarde quelqu'un en train de tuer mon frère noir et toi tu me dis non, c'est homicide involontaire. Alors, donc nous sommes en face des gens méchants. Sylvanus Coé. C'est là ce problème. Sylvanus Coé, le racisme, le cas de George Floyd aux États-Unis a bien sûr choqué. Je crois qu'il y a aussi eu le choc provoqué par ces images qu'on a vues de quelqu'un qui suppliait parce qu'il ne pouvait plus respirer et qui finalement s'est retrouvé au bout de 8 minutes réduit au silence. Est-ce que c'est de votre point de vue, ce que l'on a vu dans ces images horribles, ou bien la décision qui a suivi la mort de George Floyd au départ, comme l'indiquait tantôt Ferdinand Bleka, de considérer que c'était un homicide involontaire? Bon, en fait, il faut dire tout de suite que les deux situations s'imbriquent. Premièrement, il y a un être humain qui est en train de rendre l'âme, et celui qui le soumet justement à ce supplice sait pertinemment qu'il est en train de rendre l'âme, mais il persiste. On a l'impression qu'il est là en train d'accomplir une mission. Et d'un autre côté, il y a la justice qui décide qu'il s'agit d'un homicide involontaire. Donc les deux faits s'imbriquent. Et ils s'imbriquent et mettent en lumière finalement ségrégationnistes qu'il y a derrière cela. Vous savez qu'en Amérique, au-delà du Black Lives Matter, dans ce mouvement qui justement travaille à... Alors, on a quelques soucis de liaison avec Sylvanus Coé qu'on va retrouver certainement, mais au-delà de cette horreur, parce que c'est quand même insupportable de voir ces images d'une personne qui est en train de perdre sa vie sans que cela n'émeuve celui qui est en train de l'éteindre. Je dirais que c'est dramatique parce que les images circulent toujours, les images continuent de circuler et toutes les catégories de personnes, les enfants, les adolescents, les adultes le voient et je pense que c'est vraiment dramatique et ça amène à penser, comme ils l'ont dit, que c'est de la méchanceté. Et c'est un système qui est mis en place, qui est en train d'être pérennisé, malgré les avancées dans la lutte pour empêcher cela, pour qu'on n'en arrive plus là. Malgré tout cela, le système insiste et veut perdurer. Mais ce qui est louable, c'est que le monde entier se soit levé. Auparavant, lorsqu'il y avait des mouvements, ce n'était que des Noirs qui protestaient. Mais aujourd'hui, sur le continent africain, il n'y a pas eu des tonnes de pays qui ont réagi. Il y a eu quelques-uns. Il faut comprendre que, comme le dit souvent quelqu'un, chacun a ses braises. Cette situation se remarque beaucoup plus en Occident, beaucoup plus aux États-Unis et en Europe, et même en Asie. Mais en Afrique, elle ne se remarque pas. Ce qui n'a pas tellement suscité de mouvement en Afrique. Ça ne veut pas dire que les Africains ne se sont pas intéressés à la chose. Les Africains s'intéressent à la chose
et soutiennent ce qui est en train de se faire. Mais comme je le disais, nous sommes heureux aujourd'hui de constater que des personnes de couleur blanche, de race blanche, s'associent, financent et sont même les leaders, les devanciers de ces mouvements pour dire il faut que ça cesse. Nous avons vu des policiers blancs s'agenouiller, imposer un genou à terre en soutien aux manifestants. Nous avons vu même des shérifs. Ça n'avait été jamais vu. Donc aujourd'hui, ça a été fait également au Congrès. Voilà. Nous nous rendons compte aujourd'hui que le système est arrivé à un niveau où il doit se rétracter, il est contraint de se rétracter. Et quand vous faites attention au niveau des États-Unis où c'est véritablement criard, en 2018, des études ont montré qu'il y avait eu 996 décès rien qu'en 2018 de personnes tuées par la police. Or, c'est tout à fait, je ne vais pas dire le contraire, mais en Europe, il est moindre. Donc, le problème se pose beaucoup plus aux États-Unis. Et c'est là qu'il faut commencer par le régler, ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un projet de loi qui a été déposé au niveau du Sénat pour pouvoir remédier à cela. Mais ce qu'il faut également dire, c'est qu'il faille que nous puissions réfléchir, nous, Africains, qu'il faille que nos autorités, avec nous tous, le concours de toutes et de tous, réfléchir à offrir des conditions à ces Afro-Américains-là pour qu'ils commencent à repenser. Bon, mais il a aussi été reproché à ces Afro-Américains souvent une forme de racisme à l'égard des Noirs d'Afrique. Non mais Ferdinand Bleka, c'est vrai que là sur l'image on voit des statues qui sont déboulonnées, et ça a été le cas un peu partout, enfin dans plusieurs villes des États-Unis, et notamment en Europe, des statues d'anciens esclavagistes. Mais il y a également ce racisme qui est reproché aux Afro-Américains par les Africains. Ferdinand Bleka? Oui, effectivement, il y a deux cas. Il y a le cas d'une domination blanche sur une domination noire. Il y a ces cas-là. Mais il y a ces cas aussi d'une discrimination entre nous, noirs, en Afrique. Je prends un exemple. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis et en Europe, ça doit interpeller tous les méchants et tous ceux qui sont dans les systèmes discriminatoires. Vous prenez dans nos pays aujourd'hui. Quand ils prennent le pouvoir, j'ai rencontré une dame tout récemment qui pleurait, dont son mari a été carrément mis de côté parce que ce n'est pas son ethnie qui est au pouvoir. Donc quand les gens prennent le pouvoir déjà dans nos pays africains, beaucoup se plaignent parce que nous faisons des études dessus, on les écarte. Parce qu'ils ne sont pas de l'ethnie qui est au pouvoir, mais ils ne sont pas de la région, ou ne sont pas de la religion. Donc ça aussi, c'est une forme de discrimination entre nous-mêmes. Ça veut dire nous-mêmes là, on est méchants. Et donc, tout à l'heure, quelqu'un disait, mais c'est timide en Afrique. C'est normal que ça soit timide. Parce que quand on voit ce qui se passe, et c'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, les statuts sont en train d'être déboulonnés. Le système esclavagiste est en train d'être déboulonné. Tous ceux qui vont se comporter de manière discriminatoire avec leur propre peuple, avec la population, parce qu'ils ne sont pas des mêmes ethnies. Quand vous regardez la liste des concours qui sont passés, quand vous voyez les noms, c'est les noms d'une même ethnie qui est au pouvoir. C'est des choses qui vont être aussi déboulonnées. Donc, nous ne sommes pas aussi exempts de reproches. Mais nous devons également se dire qu'en posant de ces actes discriminatoires et méchants, ça a une fin. Et je crois bien, avec le déboulonnement des statuts, tout ce qui tombe, c'est la fin d'un système esclavagiste. Et nous allons profiter pour qu'on mette fin aussi de tout système de méchanceté et de discrimination ethnique dans nos pays africains qui sont souvent à la base des guerres civiles. Parce qu'il y a une guerre civile dans nos pays. C'est souvent tout la base des discriminations. Et donc, tout cela maintenant, on doit mettre fin à cela. Voilà ce que je voulais vous dire à votre question. Sylvanus Cohen, le racisme finalement est un problème humain qui est à bannir, que ce soit le racisme anti-noir ou le racisme anti-blanc ou anti-asiatique. Le racisme doit simplement être banni. C'est une discrimination qui devrait être combattue de manière forte.
Évidemment, oui. Disons, Monsieur Bleka a bien fait de mentionner justement l'étendue des formes de discrimination. Et au sommet de ces discriminations, malheureusement, discrimination très visible, il y a évidemment le racisme qui consiste à rejeter les autres ou à rejeter autrui sur la base de son appartenance raciale, de ses traits physiques et j'en passe. Donc évidemment, c'est à combattre avec la dernière énergie, mais je crains aussi que cela ne soit qu'un vœu pieux parce que en philosophie, nous savons que les relations avec tout ce qui n'est pas nous sont généralement ou bien de dominant ou bien de dominé. Ou on domine ou on est dominé. Mais l'égalité ou l'équivalence entre les individus, ça ressemble à une sorte de vœu pieux. Ce qu'il faut plutôt peut-être envisager, c'est de positiver ces discriminations. Moi, j'aime bien le propos d'Antoine de Saint-Exupéry, un humaniste qui a dit que celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Donc, il faut plutôt positiver nos différences. On ne peut pas sortir des discriminations, mais se dire que si le monde était uniforme, si nous nous ressemblions tous, s'il n'y avait que des blancs et pas de noirs et vice-versa, on ne serait pas conscient justement de ce qu'on a de particulier, de ce qu'on a en termes de valeur ou de richesse. Donc il faut plutôt voir la différence comme source d'enrichissement et non source de discrimination. Et justement, donc, dire qu'il y avait une terme de discrimination. Et à votre suite, Sylvanus Coé, on a en mémoire également l'engagement de Taher Benjeloun au sujet de cette acceptation des autres à travers bien sûr certains livres et un paragraphe qu'on a bien aimé intitulé Au-delà des apparences. Au-delà des apparences, justement, la grande il va falloir que chacun considère qu'il est humain au même titre que l'autre. Sinon, c'est vrai, et Sylvanus Coé l'a souligné, c'est une question de rapport de force. Effectivement, c'est une question de rapport de force, mais il faut déjà dire que, comme je le disais tantôt, nous avons également une part de responsabilité dans ce qui se passe, parce que quand nous remontons au processus de l'esclavagisme, nous nous rendons à l'effet de ce que ce sont les Blancs qui venaient proposer un certain nombre de biens ou un certain nombre de choses en échange de ces esclaves-là qui sont partis. C'est vrai que depuis quelques années, certaines nations sont en train d'œuvrer afin que les descendants de ceux-là qui sont partis reviennent. Et vous l'avez tantôt dit tout à l'heure que ces Noirs afro-américains ou ces Noirs occidentaux en veulent aujourd'hui à nous, Africains de cette génération, parce qu'ils se sentent certainement trahis. Donc, je pense que nous avons notre part de responsabilité dans tout ce qui se passe aujourd'hui et il faille que nous prenions conscience de ce que nous devons œuvrer à aider ceux-là à pouvoir cicatriser ces blessures, parce qu'ils estiment que s'ils n'avaient pas été vendus, ils seraient chez eux, ils ne seraient pas en train de subir ce qu'ils ont subi, quand bien même leurs ascendants ont subi pire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais aussi tantôt, il est heureux de retrouver des personnes de race blanche qui s'associent aux personnes noires qui sont discriminées pour revendiquer plus de justice, parce que c'est l'injustice en fait qui amène à se rendre compte que, attention, il y a un danger, attention, il y a un système auquel il faut mettre fin. Et l'autre également l'a dit, en notre propre sein, vous vous rendez compte que parce que tel n'est pas de telle ethnie ou parce qu'il n'est pas de tel bord politique, on le rejette. Je pense que cela aussi doit être corrigé, parce que ce sont des débuts aussi des crises, ce sont des formes de discrimination auxquelles il faille remédier. Doit-on considérer, Sylvanus Coé, que
sur le continent africain, les crises que nous avons enregistrées par le passé et qui minent certains pays encore sont liées à ces cas de discrimination interne énumérés par Ferdinand Bleka il y a un moment. À l'évidence, oui. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Ce génocide Tutsi ou Hutu, mais c'était essentiellement sur la base de discrimination. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à chaque consultation électorale en Afrique, il y a comme un retour au galop de la discrimination ethnique. Donc, à l'évidence, oui, je pense que ce tribalisme, en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le contexte africain, ce tribalisme est de nature justement à retarder l'envol des États africains. Nous devons pouvoir composer à l'intérieur de nos frontières, entre ethnies, en insistant surtout que sur la compétence. Il ne faut pas revaloriser tel citoyen ou tel individu parce qu'il appartiendrait à notre communauté ou à notre bord politique. Il faut surtout insister sur la valeur intrinsèque, sur la rentabilité, la compétitivité de ceux qui sont choisis pour administrer ou jouer un rôle majeur dans la vie des États, des nations du continent en général. Donc, ce qu'a dit M. Bleka sur la discrimination ethnique, mais c'est une évidence à crever les yeux. Et malheureusement, ça joue un rôle majeur dans le retard pris par le continent. On note que ce sont souvent certaines personnalités politiques en manque de popularité qui manipulent des populations, la grande Chimène Nyongpe. Oui, mais vous avez bien parlé de manipulation. On peut se laisser manipuler comme on peut ne pas accepter de se faire manipuler ou d'être manipulé dès l'instant où on sait que l'objectif de la manipulation est de créer des frustrations et de créer de l'injustice. Comme il l'a dit, il faut penser à la méritocratie, il faut penser à donner à ceux qui le méritent ce qui doit leur revenir, au lieu de penser à celui qui nous a aidés à conquérir ou à céder au pouvoir qu'on peut rétribuer, qu'on peut remercier d'une autre manière. Donc, franchement, je pense que il nous revient à nous-mêmes, nos autorités politico-administratives, nous les élisons et que nous les ayons élus ou pas, ils deviennent nos autorités. Nous devons, d'une manière ou d'une autre, que nous soyons proches ou loin, mettre tout en œuvre pour montrer le bon exemple. Parce qu'on peut ne pas être d'accord et donner le bon exemple et amener ces personnes-là à se rendre compte. Quelqu'un qui refuse de se faire manipuler, qui résiste, mais c'est une leçon qu'il donne à l'autre et il finira par accepter la leçon. Si d'autres emboîtent le pas à se résister. Il faut montrer le bon exemple. Ferdinand Bleka, on a observé que les Afro-Américains aux États-Unis brillent dans le domaine du sport, dans les sports, dans le basketball, le tennis, etc. Et même dans d'autres disciplines qui autrefois étaient dominées par les Blancs. Doit-on considérer que ces Afro-Américains prennent une forme de revanche? Oui, effectivement, regardez, on peut tricher dans tout ce que, souvent dans ce qu'on fait. Et on peut tricher, c'est bon, faire de communiquer, le pays va bien, mais va mal. On peut se vanter, mais c'est toi-même qui se juge. Mais comme il y a des disciplines où c'est des autres qui peuvent te juger, qui peuvent mettre en valeur sur le sport. Le sport ne triche pas. Si tu ne sais pas compétir, tu ne sais pas compétir. Si tu as perdu, c'est en direct à la télévision, tout le monde voit. Tu ne vas pas venir mentir pour dire que j'ai gagné. Et c'est ce qui fait la force de l'homme noir. Tu ne veux pas reconnaître moi mes compétences. Au niveau administratif, je suis plus fort que toi. Mais les rapports, la personne ne peut lire. Mais sur un stade là, tout le monde voit. On verra qui est trop fort. Et c'est ça qui fait leur force. C'est pas parce que dans les autres disciplines, ils sont nuls. Ils ne sont pas nuls. Mais parce que là-bas, on cache leurs compétences. Mais dans le domaine du sport,
la compétence est connue par les autres, tu n'as pas le choix, tu n'as pas à reconnaître sa valeur. Et c'est ça qui fait qu'ils sont plus forts dans ces autres disciplines, mais dans les disciplines de la technologie, dans les disciplines de l'économie, dans les disciplines de la santé, etc., ils sont plus brillants. Et nous avons fréquenté dans les années, moi j'ai fait des études à Singapour, j'ai fait des études au Japon, j'ai fait des études mais nous les noirs qui étaient dans la salle, le premier commence par nous noirs, on était 12, on était. C'est après nous, que le 13e là, cela commence à être homme de couleur. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que nous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous dominer intellectuellement. Notre seul problème que nous avons, et puis les gens continuent à nous dominer, c'est que nous avons des pouvoirs qui ne savent pas mettre en valeur les compétences et qui font la promotion des valeurs politiques que les compétences qui peuvent développer un pays. C'est tout notre problème. Mais le jour où nos dirigeants vont dire, bon, moi je suis dirigeant, vous m'avez aidé à être au pouvoir, tenez, je vous récompense. Maintenant, vous là, je vous prends pour vos compétences, vous allez voir, les gens vont venir chercher du travail dans nos pays. Ils vont venir chercher du travail dans nos pays. Oui, mais le problème, Ferdinand Bleka, le problème Lagrange Siméon Agnampé, c'est que ces Américains, ces Afro-Américains sont dans leur pays. Oui, ces Afro-Américains sont dans leur pays, mais comme il l'a dit, on ne peut pas tricher sur tous les terrains. On ne peut pas tricher sur tous les terrains et quoi que l'on dise, l'homme noir a un sacré don, le don d'être intelligent, le don de pouvoir mieux faire et bien faire un certain nombre de choses. Et sans l'homme noir, je pense que cette nation n'aurait pas atteint le niveau d'industrialisation qu'ils ont atteint aujourd'hui, le niveau peut-être d'autosuffisance qu'ils ont atteint aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas... Je vais plus loin parce que je voudrais profiter pour dire la communauté afro-américaine fait 16% de la population américaine et contribue à plus de 1000 milliards de dollars à l'économie américaine. Il faille que nous puissions trouver des créneaux en Afrique, des processus en Afrique pour les inviter à venir investir en Afrique. Oui, mais ça c'est un autre volet. Sylvanus Coé, est-ce que finalement il y a une forme de complexe, soit de supériorité ou d'infériorité, dont il faut se débarrasser de façon globale. Ça devrait améliorer les rapports entre personnes. Bon, alors vous parlez de complexe de supériorité. Il faut dire que ce qui exacerbe, on va dire, les violences discriminatoires aux États-Unis, c'est le fait que, précisément, les leucodermes, c'est-à-dire les Blancs, comprennent que les Noirs constituent une force. Ils constituent une force qui, à terme, en réalité, peut prendre le contrôle des États-Unis. Et donc, constituant cette force, ou constatant que les Noirs constituent cette force, les leucodermes, donc les Blancs, essaient d'agir par anticipation pour que, en réalité, ce bouleversement, ce renversement de la société ne voit jamais le jour. Sylvanus Coé, vous soulignez tantôt qu'il y a une force chez les Afro-Américains estimée à 16% de la population, et ça vient d'être rappelé, une force qui effraie. Mais qui effraie qui? La majorité blanche? Qui effraie justement, qui effraie l'establishment blanc. En réalité, c'est ce qui se passe. Si vous voulez, l'establishment blanc des États-Unis est en train de constater que si l'Europe ne fait pas attention, elle sera noire dans quelques siècles ou dans quelques décennies. Parce que les Européens ont régulé les naissances, ont permis l'avortement, et donc la population est vieillissante en Europe. Il y a des vagues migratoires qui partiront d'Afrique avec une population jeune et bien formée qui à terme pourrait coloniser l'Europe. Et donc, en Amérique, on perçoit ça déjà, et pour anticiper, eh bien, les leucodermes américains procèdent progressivement par réduction de la population noire. Et derrière ces suprémacistes blancs, et j'étais en train de dire lorsque j'ai été interrompu par la connexion, il se cache en réalité d'anciens membres du Ku Klux Klan. Beaucoup de membres du Ku Klux Klan ont
investi la police avec un objectif, réduire à leur niveau autant que possible la population noire. Nous allons bientôt conclure cette émission et nous allons donner l'occasion à nos invités. D'abord, Ferdinand Bleka, qui se trouve à Bangui en République centrafricaine, de conclure. Doit-on finalement considérer le racisme comme d'abord un problème humain et pour ce qui est du cas des États-Unis d'Amérique, comme une façon pour l'establishment blanc, eh bien, d'empêcher l'éclosion de la minorité noire. Je pourrais dire que le racisme est un problème inhumain, déshumanisant et en même temps un problème qui est animé par des gens qui ont mis en place un système de domination d'une race qu'ils ne veulent même pas voir sur la terre. Remarquez tout récemment les attaques qui ont été faites du côté du DG de l'OMS, Dr Tedros, où il a refusé catégoriquement qu'il ne veut plus entendre parler, dire qu'on fasse des essais d'un vaccin sur un quelconque Africain. Mais il a été menacé de mort. Donc il y a une politique derrière tout ça, en tout cas d'éliminer sur la terre l'homme noir. Et ça, il ne faut pas qu'on joue avec. Est-ce que ce n'est pas excessif? Oui. Est-ce que ce n'est pas excessif, Sylvanus Coé? Est-ce que... Ce n'est pas excessif. Ce n'est pas excessif. Quand quelqu'un, un scientifique s'assoit et puis il dit allons essayer sur les noirs d'abord. Pourquoi on ne sait pas sur les blancs qui sont mourir en Italie? Et puis Sandafi va venir essayer. Ce n'est pas excessif. Et ça, il y a une plainte contre ces gens-là. Il y a des gens qui ont porté plainte contre eux. Hein. Et ce n'est pas ceux qu'il faut laisser. Ce n'est pas excessif. Donc il y a vraiment une politique d'épuration de l'homme noir. Et c'est pour ça que nous devons comprendre qu'au choix du Gabon, de Côte d'Ivoire, de Centrafrique, de tous les pays, nous devons être un pour d'abord veiller sur notre pays et notre personne viendra nous aider pour nous développer. Si le moment est venu pour que l'Afrique se réveille, si on dort un bon matin, on sera fini. Sylvanus, je vous le dis. Merci Ferdinand Bleka. Sylvanus Coé. Bon, je vais être un peu circonspect quand même, quoique certaines choses dites par le frère Bleka sont perceptibles. Mais je vais être mesuré, je ne vais pas être aussi radical. Tout ce que je constate, c'est que simplement, les gens agissent souvent par ignorance. Qu'il s'agisse des leucodermes, c'est-à-dire des blancs comme des mélanodermes, en fait, le vrai problème de l'humain, c'est l'ignorance. Il va falloir que nous autres Africains, et aidés en cela évidemment par toute la communauté noire, par les dirigeants et ainsi de suite, il va falloir que nous débattions, et peut-être avec les leucodermes. J'ai apprécié l'initiative des États africains d'introduire au sein de l'ONU un débat sur le racisme. Malheureusement, j'ai appris que ça a été balayé d'un revers de main. Mais il va falloir que nous nous asseyions quand même. Ça a été validé. Il faut ce dialogue des races. Ça a été validé. Ça a été validé. Ah, mais ok, très bien. Le Conseil valide. Très bien. Donc, il va falloir que pendant justement ces débats sur le racisme, que les Africains, les Noirs généralement, parviennent à faire comprendre aux autres, particulièrement le leucoderme, aux Blancs, que nous ne sommes pas si à craindre que ça. Parce qu'en réalité, ce qui alimente le racisme, c'est aussi cela, c'est-à-dire la peur de l'inconnu, la peur de l'autre, Les leucodermes se disent que si l'Afrique tient le haut du pavé dans le monde, ils se demandent bien où ira la civilisation, donc la civilisation occidentale qui tend à s'universaliser. Ils se demandent bien que deviendra cette civilisation. Est-ce que les Africains seront à même, évidemment, de bien prendre le relais pour la conduire à bon port? Il y a ce débat-là aussi.
Et c'est un débat que nous aurons l'occasion de... Ce débat a lieu parce que... d'entretenir, d'ouvrir. Oui, c'est un débat que nous aurons l'occasion de reprendre une prochaine fois parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission, messieurs. On remercie donc... D'abord, Sylvanus Coët, professeur de philosophie à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, c'est en Afrique centrale. Également, en ligne de Bangui, Ferdinand Bleka. Je rappelle que vous êtes expert santé publique de l'Université de Tokyo, auteur de l'ouvrage TICAD, quand le Japon appelle l'Afrique au développement. Et vous êtes également ambassadeur libre ensemble de la francophonie. Vous êtes actuellement à Bangui en République centrafricaine, donc l'Afrique centrale a été bien représentée ce soir, même si Monsieur Bleka est de Côte d'Ivoire. Lagrange Simenou à Nyangpé à Libreville au Gabon. Merci. Merci Aziz. Et à vous, fidèles téléspectateurs, de nous renouveler chaque mardi votre fidélité. On retient que la méconnaissance d'autrui entraîne justement des comportements qui parfois peuvent virer au racisme, et que le racisme tire donc tout son côté nuisible de cette ignorance de l'autre. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programmes sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale.